On ressent tous des troubles dans le politique. Et finalement, ce que l'on a essayé de faire dans ce livre, La fabrique de l'émancipation, c'est de comprendre quels sont ces troubles exactement. On sait que le débat politique a largement dérivé vers la droite ces derniers temps. On est pris entre une technocratie modernisatrice qui assume la protection des citoyens, mais aussi une sorte de paternalisme. Puis une extrême droite démagogique qui repose sur l'idée d'une identité fantasmée de l'entre-soi et dans lequel l'autre devient le danger. Face à cela, la gauche essaie qu'à un cas de se rassembler, mais on voit bien qu'il y a, au-delà des accords politiciens, la nécessité de savoir sur quoi est-ce qu'elle se rassemble. Donc il y a une gauche qui continue à se réclamer de la social-démocratie, c'est-à-dire qui en fait fait appel à un État social qui serait à nouveau en mesure d'opérer, mais on revient finalement à l'état antérieur. Il y a l'idée aussi que le catastrophisme va peut-être entraîner une rupture pour des raisons de gravité de l'Anthropocène, mais on voit bien qu'il y a peu de perspectives concrètes et en même temps, la pensée critique qui devrait alimenter la gauche est très souvent un peu tétanisée dans cette situation par le fait que le capitalisme paraît en mesure de réinternaliser, de se réapproprier toute critique. Ce qui est paradoxal, c'est qu'alors qu'il y a un pessimisme ambiant que l'on constate, il y a une vivacité d'une multitude d'initiatives citoyennes dans le monde entier, de l'Amérique à l'Asie en passant par l'Afrique et l'Europe. Et finalement, il y a un décalage énorme entre le pessimisme qui règne dans la plupart des commentaires et ce qui est en train de se passer dans la société. Donc comment est-il possible de faire qu'il y ait une nouvelle capacité de rassemblement autour de ces initiatives et autour d'une pensée critique renouvelée? Je pense que c'est un peu le défi auquel nous sommes confrontés si nous voulons prendre un projet de gauche au sérieux. Je pense que c'est à ce moment-là nécessaire de voir quel a été l'itinéraire de la théorie critique. Au départ, Marx pense que la théorie critique est une critique de l'ordre existant qui doit préparer l'émancipation. Et ces analyses ont été confortées par l'école de Francfort, par exemple, qui a montré qu'il n'y avait pas simplement l'exploitation, mais aussi, plus largement, une aliénation par l'industrie culturelle, une pénétration finalement des normes capitalisme dans la consommation. Et l'école de Francfort a mis en cause ce qu'elle a appelé le retournement de la raison, cette régression qui fait que, parce qu'il y avait la vision d'une raison instrumentale qui était dominatrice de la nature comme des autres hommes, eh bien, les promesses des Lumières n'ont pas pu être tenues. On voit qu'il y a là les prémices, finalement, d'une pensée qui relie la crise sociale et la crise écologique. Mais en même temps, l'école de Francfort a été continuée d'une certaine façon par la sociologie critique, celle célèbre avec Bourdieu, qui a continué à analyser finalement l'ampleur des dominations. On voit avec les concepts d'habitus que finalement les agents sont dans l'illusion et qu'il est nécessaire qu'ils sortent de cette illusion. C'est pour ça que Bourdieu définit la science comme étant ce qui doit permettre de s'évader, de sortir du sens commun. Il y a donc une pensée critique qui s'est fortifiée au fil des décennies, mais en même temps, il faut bien le reconnaître, c'est que la voie de l'émancipation est devenue de plus en plus évanescente. Or, je crois qu'il n'est plus possible de ne pas tenir compte de cette revendication d'émancipation qu'on entend partout dans le monde. Donc notre propos, c'est de voir dans ce livre comment il est possible de penser et d'agir en même temps, dans un sens critique, en même temps que dans un sens constructif. Et c'est ça, je crois, à quoi nous avons consacré nos pages.